Nous sommes à Abrako, un village haïti sur la bande côtière dans la région des Lagunes. Deux moyens de transport s'offrent aux visiteurs pour se rendre à Abrako, par voie terrestre ou par voie lagunaire. Si la voie terrestre semble très difficile à emprunter du fait de l'état très défectueux des routes menant à la plupart de tous les villages depuis l'autoroute du sud-ouest, la voie lagunaire offre par contre une expérience unique de voyage pittoresque et romantique. Nous sommes entre Dabou et Jacquesville. Et pour y arriver, il faut passer par Dabou, qui est l'accès le plus facile et le plus rapide. Abrako bénéficie de toutes les commodités d'une cité moderne. On y trouve des maisons de type traditionnel comme moderne. Ce qui est surtout frappant, c'est l'organisation architecturale du village qui obéit à un schéma directeur bien précis. Chantier d'adduction d'eau, projet d'extension du village, lotissement des terrains villageois et bien d'autres originalités. Cette organisation architecturale révèle une bonne organisation sociale, économique et politique du village. Abrako vit essentiellement de la pêche. Mais malheureusement, il existe une très forte pression sur le plan d'eau lagunaire qui réduit énormément les ressources halieutiques dans la zone, de la survenue de nombreux conflits sur les eaux entre peuples riverains. Les Haïzis font partie, comme tous les peuples lagunaires, du sud des Akans lagunaires. À l'opposé de plusieurs sous-groupes du peuple Akan, comme les Baoulés ou les Agnis, les Haïzis, comme la plupart des Akans lagunaires, sont originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils ont quitté Adida jusqu'à ici, selon les traces des éléphants qui suivaient, sont arrivés à Yorobo, de Yorobo jusqu'à Kosrou, de Kosrou jusqu'à Toupa, de Toupa jusqu'à ici. Donc arrivé ici, quand il a fouillé la lagune, il a trouvé que le lit est bien, les enfants peuvent jouer dedans jusqu'à sortir. Mais dans les autres coins qui sont arrivés là, il trouve qu'il y a des coins qui sont profonds. Donc les enfants ne peuvent pas jouer ici. L'organisation sociopolitique du pays Haïti est d'abord basée sur la famille. Il y a trois grandes familles dans ce village. La grande famille de Baché Bossou, la grande famille d'Acha Bossou et la grande famille Djoupra Bossou. Comme la plupart des villages lagunaires, l'organisation sociologique est bâtie autour des classes d'âge. Le système des classes d'âge est donc l'organisation sociale fondamentale. Elle a un rôle social, politique, économique et militaire. Chaque citoyen haïti appartient pendant toute la durée de sa vie à une classe d'âge bien déterminée. Voisin des Adjoukrou, l'organisation politique des Haïti révèle le brassage culturel qui existe entre ces groupes. On distingue chez les Haïti 7 classes d'âge et chaque classe comprend 3 sous-classes. Les Abrémans, les Mbendier, les Mborman, les Nigbessi, les Bodjol, les Sété, les Ndjourman. La cession au pouvoir se fait de façon cyclique entre les différentes générations. La génération Sété, avec ses 3 sous-groupes, vont administrer le village pendant 8 ans. Au niveau des Sété que nous sommes, les Odjogba partent de 1960 à 1962. Donc 60, 61, 62. Les Bago, donc c'était Bago qui partent de
de 1963 à 1965. Donc 1963, 1964, 1965. Et enfin, les 7 kata, les plus jeunes, années de naissance comprises entre 1966 et 1968. Voilà, donc ça fait 3 ans, 3 ans, 3 ans. Ça fait donc 9 ans pour une génération. Le système des classes d'âge a un caractère fédérateur vu qu'il peut s'appliquer à tout individu vivant dans le village, quelle que soit son origine et son année de naissance. Nous avons dans ce village plusieurs communautés. Nous avons des Baoulés, nous avons des Dida qui vivent avec nous et d'autres communautés. Alors ces communautés-là sont parfaitement intégrées. Ça veut dire que si quelqu'un vit dans ce village, par rapport à son année de naissance, il est intégré dans une génération, donc dans une classe d'âge. Nous sommes à la veille de la fête en l'honneur des Sétés, les nouveaux régents du village. Toute la génération au grand complet va satisfaire au rituel du flambeau. Les flammes sont supposées consumer toutes sortes de malédictions visant le village. La procession se déroule dans l'artère principale du village qui sera empruntée le lendemain par les mêmes individus présents. Ce sont les préliminaires à la cérémonie de demain. Parce que demain, nous fêtons la sortie et la présentation de la génération 7. La génération 7 a reçu le flambeau pour gérer les affaires courantes du village, c'est-à-dire assurer la police villageoise. Et cela ne regarde que les hommes. Mais nous, les femmes, nous devons d'accompagner nos hommes, ceux de la génération. Dans les chants, nous rendons d'abord hommage à nos ancêtres, aux dieux qu'ils ont adorés, et puis nous présentons la génération que nous sommes. C'est pour cela que dans les chants, vous allez entendre régulièrement le mot « Sété », c'est la génération. Avant, lorsque nous étions chez les Dida, nos ancêtres étaient chez les Dida, l'hérédité se faisait de l'oncle au neveu. C'est-à-dire, le fils de la sœur héritait de son oncle. Et par rapport à cela, le patriarche, celui qui conduisait la délégation, celui qui conduisait la population, a demandé à sa sœur de lui remettre son enfant parce que les génies demandaient un enfant pour pouvoir permettre à la population de passer. Et cette sœur a refusé, répondant à son frère, mais ta femme a un enfant, pourquoi ne le prends-tu pas? Alors notre aïeul s'est tourné vers sa femme et il a pris son fils qu'il a offert en sacrifice au génie des eaux. Et il s'est formé un pont qui a permis à la population de passer. C'est ainsi que lorsqu'ils se sont installés ici, le patriarche Adjang a dit, à partir de maintenant, l'héritier d'un père, ce sera son fils. À Abrako, le fils hérite de son père et non le neveu. C'est le patriarcat que nos aïeuls ont décidé de pratiquer, à la différence des autres qui pratiquent le matriarcat. Jour de sortie, jour de fête, jour de gloire pour la génération 7. Ce jour est aussi le jour de souvenir pour tout le village.
C'est en effet à cette occasion que les populations découvrent un autre pan du passé collectif de la communauté. Nous nous souvenons des combats que nos parents ont menés pendant leur parcours jusqu'ici. Ils ont eu à combattre plusieurs peuples. C'est un peu cela que nous sommes en train de montrer. En même temps, couplé avec ceci, nous montrons les activités du village. La pêche, le travail de la brousse, et ainsi de suite. Donc vous voyez que je tiens une pagaie ici pour montrer que nous sommes un peuple de pêcheurs. Vous voyez les paniers des femmes qui expliquent leurs travaux champêtres. Le charbon mis sur le visage représente un camouflage comme le faisaient nos parents, nos ancêtres quand ils combattaient. Pour se cacher, ils se camouflaient donc avec du charbon, avec du kaolin, ainsi de suite, pour faire corps avec la nature. Nous commémorons aujourd'hui un peu le souvenir des nombreux combats que nos parents ont menés pour leur survie, pour pouvoir s'installer tout le long du parcours depuis le pays d'Ida jusqu'ici. Aujourd'hui, nous découvrons que les ancêtres des Haïsi étaient chasseurs et pêcheurs. Aujourd'hui, Abrako ne vit que de la pêche. Les membres de la génération se réunissent sur la place publique. Le passage de toute la génération est obstrué par des membres de la génération cadette qui doit prendre le pouvoir dans 8 ans. Les Sétais sont donc soumis à leur première épreuve de bravoure sur la route du trône. L'un des objectifs de ce rituel ancestral est de faire savoir à la future génération au pouvoir qu'un contre-pouvoir existe en cas de défaillance dans l'exercice du pouvoir. C'est nous qui sortons, nous sommes les derniers. Et ils disent que pourquoi est-ce qu'avant de sortir, ils ne sont pas formés. Donc c'est comme ça dans toutes les cérémonies, dans toutes les sorties des générations. Il faut faire position. Mais il y a des gestes, un petit geste qu'on donne. En fait, on a donné des pièces d'argent à leur chef de catégorie pour qu'ils nous libèrent. Sinon, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ils n'ont pas droit à la parole. Aujourd'hui, c'est nous sommes de la chefferie. C'est nous, on vient de prendre la canne aujourd'hui. Donc, ils font ça, mais à la fin du compte, ils replient. Voilà, c'est nous qui sommes aujourd'hui les policiers aujourd'hui. S'ils ont déconné, on peut les condamner. Ceux qui sont juste derrière moi, après notre passage, si ça doit prendre même 8 ans, c'est eux qui nous suivent. Voilà, donc c'est nous qui sommes leurs nés. Eux aussi, à leur tour, ils auront aussi leur génération cadets qui vont faire la même chose que nous avons fait aujourd'hui. Mais ça se passe sans problème, sans palabre. Le droit de passage dans cette situation va de 50 à 100 francs, c'est symbolique. Et ils prennent, dès qu'ils prennent, ils quittent le passage et leurs grands frères passent et l'ambiance continue.
Il peut ainsi arriver que le mandat des 7 soit ramené à 6 ans au lieu de 8. Tout le monde est donc averti. À toutes fins utiles, il existe toujours une chefferie traditionnelle pour contrôler et encadrer la classe d'âge. Ce passage de flambeau à la génération 7 est purement coutumière. C'est-à-dire que c'est une génération qui est sous le pouvoir du chef et du chef des terres. Cette génération qui a pris le pouvoir a un rôle précis, celui de la gendarmerie et de la police du village, pour en quelque sorte veiller sur la situation du village, pas pour suppléer les chefs. La génération peut poursuivre son chemin jusqu'à la place publique, lieu où doit se dérouler la cérémonie de prise de pouvoir. L'une des caractéristiques du pouvoir traditionnel en pays haïti est le port du chapeau comme attribut du pouvoir. Une fois qu'il y a une fête, tout le monde s'apprête. Et le chapeau que vous voyez sur ma tête là, quand tu n'es pas à l'âge de porter ce chapeau-là, tu ne peux pas porter le chapeau. Une fois qu'on crie pour aller à l'arbre à palabre, comme nous sommes des rois maintenant du village, c'est nous qui avons le droit de porter le chapeau sur la tête. Comme les jeunes là, ils jouent là, ils ne peuvent pas porter sur le chapeau pour venir à l'arbre à palabre. Le tam-tam parleur est un acteur majeur dans le fonctionnement des institutions traditionnelles en pays haïti. L'initiation au tam-tam parleur est clanique. Autant jadis, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas d'église, on ne va pas à l'église. Tout homme qui est garçon aime à faire des guerres. Ça, c'est avec affaire de guerre qu'on emploie ça, pour avoir vraiment le village qui est fort. S'il y a des garçons, s'il n'y a pas de garçons, ça veut être tam-tam parleur qu'on comprend ce qu'on parle. Mais on ne va pas de bouche à parler que non, on va aller faire la guerre, on va aller faire ça là. C'est tam-tam parleur qui appelle les gens d'aller faire la guerre. Toutes choses là, il y a garçons et il y a femmes. C'est garçon qui est ça, c'est femme qui est la plus petite là. Donc nous qui est les garçons là, on dit à les femmes là, aujourd'hui on s'en va, on va voir la réalité, on va voir la vérité avant de retourner. Les femmes là nous donnent courage, c'est ça les femmes là disent. Veut dire, on est des braves garçons. Ce que j'ai placé là-dessus comme pot, c'est pot de cabri. Mais le bois, il est un nom en ethnie, mais en français je ne connais pas. C'est un bois dur qui ne se pourrit pas tout de suite. Nous on appelle ça Nubutu. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas prendre. Si tu tapes ça c'est le travail des vieux. C'est les vieux qui tapent. Toi, jeune, comme ça, tu vas taper là. Tu ne vas pas avoir riche, tu ne vas pas avoir de l'argent. Tout ce qu'il dit là, c'est faux. Moi qui tapais là, aujourd'hui, j'ai ma plantation de VA, j'ai ma maison, j'ai de l'argent, j'ai fait tout. Aujourd'hui, on m'a invité à venir. C'est là, c'est l'argent, ils vont me donner. Ils ne vont pas me retenir, mais vite comme ça. Sinon, il y a l'argent dedans. De la génération 7 font leur entrée sur la place publique par classe d'âge en présence des parents, amis et connaissances. Là, elles recevront le symbole du pouvoir et pourront désormais l'exercer pour le bien-être général. Désormais, les 7 auront le droit, mais aussi le devoir de siéger à toutes occasions sous l'arbre à palabre.
Aucun abus n'est toléré. L'exercice du pouvoir doit converger donc vers un bonheur individuel et collectif de toute la communauté. Après un tour d'honneur des membres de la génération, la fête peut maintenant se poursuivre dans les familles de manière individuelle. C'est nous qui jouons le rôle de police, donc c'est la police coutumière, et nous avons obligation d'apporter un peu de soins à la vie du village. C'est ainsi que nous contrôlons le balayage quotidien au niveau du village, au niveau de toutes les rues du village. Nous contrôlons aussi l'eau potable, l'eau à boire donc dans les maisons, parce qu'il faut que chaque ménage ait de l'eau potable à boire. Voilà. Nous contrôlons tout cela. Nous contrôlons les vaisselles. Nous contrôlons les vaisselles et tout. Donc, et au niveau de la scolarisation, nous faisons une campagne de porte à porte, j'allais dire, de famille à famille, pour exiger, pour demander donc aux parents d'aller scolariser les enfants. C'est pourquoi nous avons notre école primaire a évolué de 6 classes à 12 classes aujourd'hui. Donc ce sont des actions que nous faisons pour le développement du village. La génération 7 est désormais maîtresse de son destin. Elle a 8 ans au plus de gestion du pouvoir pour impacter positivement la vie du village, et c'est dans la liesse populaire que tout le village vient assister à la parade finale sur la place publique de la génération 7. On peut bien faire la distinction de chacune des 3 classes d'âge, leurs différentes tenues les distinguant. Les Odjoba, nés entre 1960 et 1962. Les Bago, nés entre 1963 et 1965. Et les Kaka, nés entre 1966 et 1968. d'Abrako et au niveau de notre génération, la génération 7, nous sommes parfaitement organisés au niveau d'Abidjan. Cette organisation se retrouve aussi au village puisque nous avons une représentation au village qui nous rend compte au jour le jour de toutes les activités qui se mènent au village. De sorte que nous pouvons intervenir quand il y a difficulté au village. Donc nous ne sommes pas coupés du village. Nous disons à tous les cadres de Côte d'Ivoire qui sont à Abidjan, dans les grandes villes, qui se soucient un peu de leur village, qui ne laissent pas tomber leur village. Il faut qu'ils soient en symbiose avec tous ceux qui vivent au village pour pouvoir participer aussi à leur niveau au développement de leur village.
RTI 1, la chaîne qui rassemble. L'olivier, c'est une histoire très ancienne. À Nyons, on a toujours eu des oliviers, du moins de mémoire d'homme. Tous d'où viennent ces oliviers, des Romains, des Grecs, des Phéniciens, peu importe. Les Grecs ont appris l'oléiculture aux gens du pays, parce que l'olivier sauvage existait depuis très longtemps. Mais une chose certaine, c'est notre culture, c'est notre truc, quoi. On a les oliviers. Dieu merci. Pour être oléiculteur, il faut être courageux. Il faut être courageux parce que tous les 30 ans, tous les 50 ans, tous les 20 ans, il y a un gel terrible, qui supprime un certain nombre d'oliviers. En 1929, j'avais 6 ans. Et je me rappelle, mon père est rentré un jour à la maison en disant « les oliviers sont morts ». C'est une catastrophe. Les paysans entendaient pleurer les oliviers cette nuit. Parce qu'effectivement, quand le bois d'olivier, la sève qui est à l'intérieur se casse, l'olivier pleure. Et il a dit